Merci beaucoup à Achille Bourdon d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Comme je vous ai déjà dit, Achille est co-gérant d'une agence qui s'appelle Fluide Architecture, et on s'occupe beaucoup de nos activités. Il y a aussi une partie des recherches de l'agence sur la vie productive. Donc nous, on est ravis de les avoir parmi nous. Donc au cours des différentes séances, on a le plaisir d'avoir aussi d'autres invités, pas que des quatrièmes. Donc aujourd'hui, c'est la dernière séance. Ça va être la fin de notre progrès à sa part. Merci beaucoup Achille, on t'écoute avec grand intérêt. Alors, bonjour à tous, désolé pour les retards, mon arrivée déjà. Et puis, merci Federico pour cette invitation. En deux mots, Civil est un atelier d'architecture et d'urbanisme basé à Paris. On est fondé en 2016 et on travaille sur la question de la ville productive assez spécifiquement. Depuis notre origine, sous la forme d'un think tank, avec la volonté de construire un savoir un peu depuis des analyses, depuis des enquêtes, depuis des échanges avec des maîtres d'ouvrage, pour se projeter dans l'opérationnel, avec un champ d'action assez restreint, la ville productive, ou plutôt spécifique, même si c'est un champ qui en fait s'élargit à mesure qu'on l'approfondit. Ce travail donc assez tourné vers l'innovation volontairement pour créer des nouvelles manières d'agir sur les territoires avec cette question de la ville productive qui pour nous signifie rapprocher les enjeux notamment du développement économique mais plus particulièrement centrés sur les industries, les artisanats, les services qui mobilisent des flux logistiques et matériels assez conséquents et qui sont caractérisés par des besoins spécifiques comme des architectures un peu capables d'accueillir des marchandises, des véhicules de gabarit importants et ces activités productives. Donc la ville productive, c'est un espèce de paradoxe, c'est faire avec ça, avec ces aspects très fonctionnels matériels, de la qualité urbaine. Alors, sur la question des zones d'activité, c'est la première intervention que je vais faire sur ce thème spécifiquement. Donc, vous me pardonnerez le caractère un peu brut de cette présentation. Par ailleurs, donc elle est intitulée Un nouvel imaginaire pour les zones d'activité économique, mais ce titre traduit l'idée de venir renouveler le regard et renouveler les manières d'agir sur ces zones d'activité, moins la finalité en soi. C'est-à-dire que c'est le moyen que nous on caractérise volontiers, la nécessité d'être créatif, mais créatif c'est une injonction un peu facile. Faut-il se donner encore les moyens de donner corps à cet aspect créatif. Donc la présentation d'aujourd'hui, elle va être basée sur des analyses, des actions, des missions très concrètes que l'on a menées, et elle va guider, elle va ouvrir vraiment la question de l'opérationnel. Davantage, même si au final j'aboutirai sur cette question plus spécifique de l'imaginaire renouvelé pour agir sur les zones d'activité. Donc j'ai encore 35 minutes, c'est ça? Voilà, on va faire simple, j'ai une présentation fleuve, mais on va faire court. Les zones d'activité économique, je ne m'étends pas sur le constat. Vous pouvez le retrouver dans pas mal de documentation, les zones d'activité, en plus je suis la 4e intervention, issues du fonctionnalisme, le zoning, mais aussi une espèce de cycle un peu décadent des zones d'activité qui sont de moins en moins denses, au fur et à mesure qu'on les laisse avancer dans la frise chronologique, qui ont parfois réinventé un vocabulaire, une toponymie qui était en fait un peu stérile, qui désignait certes des spécialisations, certes des caractéristiques, zones logistiques, industrielles, zones artisanales, zones campus, technopark, technopôle, campus industriel, zones industrielles. Il y a tout un vocabulaire qui finalement laisse un peu traduire cette idée de la zone qui est une espèce d'objet un peu ovni, abandonné, issu du fonctionnalisme, une spécificité française aussi, sur laquelle je vais essayer de prendre un peu de perspective, vous allez voir, mais qui finalement percute même les enjeux à la fois
de l'urbanisme opérationnel, puisque ces zones ont été un peu abandonnées, sont reléguées, sont les parents pauvres un peu de l'urbanisme, et par ailleurs sont percutées par... elles sont décorrélées des dynamiques d'aménagement, elles sont insaisissables, beaucoup d'architectes, beaucoup d'urbanistes se cassent un peu les dents sur la manière d'agir sur ces zones, un foncier morcelé, multipropriétaire, difficile d'action, une qualité urbaine vraiment absente, des typologies plutôt neutres, hangars, et donc un espèce d'urbanisme facile finalement, une espèce d'urbanisme extensif qui a colonisé les périphéries, qui a colonisé le territoire et qui est aujourd'hui rattrapé par des enjeux forts, des enjeux qu'on va décrire avec la notion de tension foncière et d'arrêt de l'artificialisation. Du modèle extensif, on va devoir passer à un modèle intensif pour venir agir sur ces zones. C'est en effet là une carte qui montre un peu l'héritage du XXe siècle aménageur, la dispersion des activités productives qui ont quitté les centres-villes et deviennent une géographie que l'on doit s'approprier dorénavant pour envisager le développement économique. Alors dans un contexte de réindustrialisation, qui reste quand même assez théorique peut-être par rapport à l'ampleur de ces espaces, donc il est moins... moi j'appuierais surtout sur la notion d'héritage, où on avait consacré un foncier économique un peu facile, disponible, à accomplir les stratégies de développement économique, et dorénavant, voilà, l'arrêt du robinet s'arrête, et on doit composer avec cette géographie. Est-elle appropriée à accueillir les entreprises qui assureront la création d'emplois? Ces zones sont-elles localisées près des bassins d'habitation? C'est tout un enjeu fort qui se pose de réaménagement du territoire dans vraiment un cycle nouveau. Par ailleurs, les zones d'activité se sont disséminées dans les champs un peu à l'extérieur. Nous, on a travaillé d'abord sur la question de la logistique, avant de travailler sur la question de la zone d'activité, du mobilier productif, plus concrètement, plus ouvert à l'industrie et aux activités artisanales. Et c'est un mécanisme d'éviction, de desserrement des activités logistiques qui en fait est assez similaire à celui qu'ont connu les activités artisanales et industrielles qui se sont progressivement fait éjecter des centres-villes et aujourd'hui qui ont du mal à y revenir, et on constate un déficit de production de mètres carrés pour accueillir les entreprises, en même temps que s'accélère ce desserrement par l'action de l'aménagement. Le Grand Paris Express notamment vient muter des fonciers économiques pour installer des quartiers de gare, des quartiers, redéveloppe l'urbain sur les fonciers économiques historiques, et c'est un espèce d'effet de mouvement qui est assez caractéristique. Et donc il y avait un constat qui évolue, on assiste à un espèce de moment, un momentum là en ce moment, avec la question de la ZAN qui amène une forte contrainte, mais quand nous on a commencé à s'emparer du sujet, la ZAN était certes, la loi ZAN était dans les tuyaux, mais finalement on était sur le constat d'un espèce de mouvement qui perdure. Aujourd'hui, ça y est, le changement de paradigme opère, et alors que le modèle expansif était tenace jusqu'à présent, avec un espèce de mouvement de création de zones d'activité qui avait eu cours tout au long des décennies précédentes, avec ces urbanismes monocouches, là, on a pris un champ agricole, on bute, et on fabrique un enseignement foncier des bâtis un peu précaires, et puis ces zones, le mécanisme d'obsolescence programmée, il était courant jusqu'à peu que les élus d'un territoire, sous prétexte de créer de l'emploi, ouvrent de nouvelles zones et déplacent finalement les entreprises en vidant les zones d'activité obsolètes, en mobilisant la collectivité pour acheter les terrains et allotir, aménager, avec un espèce de, parfois, chantage des entrepreneurs qui disaient « moi, si je n'ai pas ma zone aménagée par la collectivité, je change de commune ou autre ». Donc, un impact très important sur l'aménagement du territoire, mais aussi des difficultés d'action pour la requalification. C'est-à-dire que je parlais du processus d'obsolescence programmée avec un cycle, on a aussi un cycle un peu... en fait, la zone d'activité, elle connaît un cycle. D'abord, elle suit le cycle des mandats politiques au cours des décennies précédentes. Là, ce sera moins le cas maintenant, où on ouvrait une zone d'activité. Tous les 5 ans, ils sont créés à échéance, suivant les mandats municipaux. Au bout de 10 ans, la zone commençait à s'affaiblir.
Et à 15 ans, elle était paupérisée. Systématiquement parce qu'il y a un effet de roulement, sauf des zones d'activité très proches des environnements urbanisés. Et une action de requalification par l'espace public est très coûteuse mais inopérante. On a pu le remarquer, venir injecter des millions d'euros dans les réfections de voirie ne résout pas le problème de fond et pose donc vraiment une espèce d'enjeu fort à la requalification. Peut-être le changement de paradigme qui s'opère un peu avec la ZAN, c'est que depuis la loi climat résilience, les collectivités, il y a des objectifs de sauvegarde ou d'arrêt de l'artificialisation des sols que je vais détailler à travers un cas d'étude à Chambéry sur lequel on a travaillé. Et donc les collectivités ont l'obligation tous les 6 ans de faire maintenant l'analyse des fonciers disponibles pour assurer le développement économique. Donc il s'enclenche un espèce de cycle, nous on travaille particulièrement là-dessus, de revalorisation assez concrète et d'état des lieux sur le foncier économique, sauf que donc une conscience nouvelle des pouvoirs publics avec une obligation réglementaire de venir analyser la manière de donner une meilleure valeur ou de sourcer des fonciers tout en respectant les objectifs de la Lausanne. Et donc, un espèce de changement de paradigme s'opère, un changement d'attention. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, utiliser un cas concret pour figurer l'enjeu de la Lausanne sur le territoire Chambéry-Grand-Lac, la métropole Savoie, Chambéry-Savoie. Ensuite, je vais explorer un peu plus, décrire plus précisément notre vision sur la manière de atteindre le moyen d'intervenir sur ces zones d'activité. Et je vais ensuite réouvrir un peu le champ pour qualifier un peu la manière de mobiliser un imaginaire sur ces zones. Sachant que ce que je vais donc décrit succinctement en disant qu'il y avait un caractère inopérant à agir par les espaces publics, en injectant de l'argent dans la qualité des espaces publics pour peut-être convaincre les entrepreneurs de réinvestir eux-mêmes ou autre, c'est quelque chose d'assez... une idée plutôt incomplète, plutôt une méthodologie urbaine inopérante. Donc on se heurte, les collectivités se heurtent. Alors certes, elles sont plus conscientisées sur l'enjeu du foncier et l'enjeu de le préserver, mais en réalité, les outils pour agir sur ces zones d'activité, qui sont à la fois morcelées en termes de propriété foncière et sur lesquelles, en injectant sur l'espace public, on ne résout rien, je vous laisse imaginer l'enjeu de venir intervenir, il n'y a pas de prise. Donc en fait, nous on travaille sur des méthodologies qui finalement sont assez innovantes, de plans guides appliqués à des zones d'activité, en venant travailler sur un urbanisme opérationnel un peu tactique et concerté pour mobiliser l'action des entrepreneurs et trouver une manière d'intervenir sur ces fonciers pour les intensifier. Voilà, là j'ai un peu mieux introduit le pitch général. Donc, pour être concret, je vous renvoie à un document qui m'a servi là pour produire ces extraits de présentation. C'est qu'on a travaillé sur la création d'un livre blanc pour l'immobilier productif vertical, pour le compte de Chambéry-Grand-Lac, l'économie, et la communauté urbaine de Chambéry. Donc, sur la carte ne figure pas le bâti, mais toute la ville de Chambéry est installée ici, et la communauté urbaine Chambéry-Grand-Lac économie est une métropole finalement enclavée dans la topographie, avec un enjeu sur le foncier qui caractérise les territoires alpins, où voilà, on parle du fait que la géographie elle-même contraint le foncier disponible aux plaines pour développer l'activité économique. La question de l'importance du foncier a un cran d'avance par rapport à des territoires qui continuent de s'étendre plus librement dans l'espace. Donc je vais utiliser un support qui servait à créer la concertation pour concrétiser un peu l'enjeu de la Lausanne sur le développement économique du territoire Chambéry-Grand-Lac. L'objectif de la loi, c'est de
réduire de 50% l'artificialisation et la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030. En 2050, c'est un objectif d'arrêt net de l'artificialisation. À l'heure actuelle, le SCOT, qui sert de schéma de cohérence territoriale, hein, c'est une vision concertée, a acté l'artificialisation entre la période 2013 et 2019 de 435 hectares au sein de la métropole, du territoire métropolitain. Et donc 435 hectares consommés, artificialisés sur une période assez courte de 6 ans. La loi ZAN, elle fixe le seuil maximum à artificialiser pour tous les secteurs, habitat, bureaux, activités, commerce et équipement, à 215 hectares à horizon 2030. Donc sur une période de 7 ans, une réduction par 2 de cette consommation. La question, c'est combien d'hectares a-t-on besoin pour assurer le développement économique de la métropole, sachant qu'on corrèle la question du développement économique à la question de la démographie, avec un ratio d'emploi par habitant, et on prévoit d'accueillir environ 97 000 habitants à horizon 2040 sur la métropole, avec un ratio actuel, qui est donc une trajectoire à maintenir, de 2,5 habitants par emploi, soit 38 000 emplois à créer à horizon 2040. Ça, c'est une vision politique plutôt conforme, enfin, inattaquable. On a besoin d'assurer de l'emploi pour les habitants et on a besoin de localiser cet emploi là où sont les habitants. En l'occurrence, les métropoles attirent des entreprises, enfin des habitants, la démographie se concentre autour des métropoles et donc il est plutôt une trajectoire convenue de dire que c'est un besoin qui va se faire concret. Donc on estime à 20 000 emplois la part des emplois qui vont être générés de manière endogène dans le tissu économique et à 2100 dans les secteurs de renouvellement urbain avec un ratio de 90 emplois par hectare. Ce sont donc, juste en équation, en soustraction, environ 16 000 emplois qui ont été identifiés pour Chambéry-Grand-Lac à inclure dans les fonciers économiques qui étaient marqués en violet dans la première partie. Et si on raisonne avec un ratio de 45 hectares à l'emploi, qui est une moyenne sur les zones d'activité à l'heure actuelle, on aurait besoin de 355 hectares pour continuer la trajectoire de consommation foncière et de développement économique. Or, l'objectif de la loi était de 215. Donc il y a déjà un différentiel d'un tiers qui est une forme de pression. Et à l'heure actuelle, il existe 1540 hectares de zones dédiées au développement économique sur la métropole. Donc, c'est une équation qui concrétise un peu à l'échelle de Chambéry-Grand-Lac économie l'enjeu de changer de modèle pour venir non pas étendre sur du foncier disponible, parce que d'une part, il n'existe plus. Les fonciers publics à vocation économique sont quasi saturés. Les fonciers économiques privés autorisés à l'activité économique se vendent, ont doublé de surface ces 3 dernières années, ont doublé de prix. C'est-à-dire qu'il y a une tension qui s'opère. Concrètement, le territoire n'a plus les moyens d'assurer sa consommation foncière. Un modèle, évidemment, s'impose, c'est densifier l'existant, mais quel ordre de grandeur? Donc là, on a voulu refaire un espèce de petit calcul, 16 000 mètres carrés par an, 16 000 emplois, pardon, avec un ratio, on intensifie 60 mètres carrés par emploi pour un emploi productif, un chiffre issu de la CCI de France, c'est 960 000 mètres carrés à créer. Et c'est un changement de modèle important pour nous, un changement de vocabulaire, un changement d'état d'esprit, c'est de ne plus raisonner le développement économique en hectares disponibles, mais de recréer des ratios au mètre carré. Donc, de recréer des mètres carrés, c'est-à-dire que c'est quasiment 1 million de mètres carrés qu'il va falloir construire à horizon 2040 sur la métropole. Et si on applique ce raisonnement aux 1500 hectares, 1540 hectares existants, c'est 600 mètres carrés par hectare
de surface à créer. 600 m² par hectare, c'est voilà, sur un cas de figure un peu disponible. Vous avez 1 hectare en grille blanche là, et vous avez, si on dissémine 600 m² par hectare pour assurer le développement économique, c'est le changement qu'il faut opérer. Si on raisonne avec une opération pour les 25 hectares qui sont sur cette grille, voilà l'emprise de ce qu'il faudrait assurer comme construction en mètres carrés SDP là, pour venir soutenir un développement économique. Voilà, donc sur ici 10 hectares, le même raisonnement. Et partout sur le territoire, il faudrait venir grandement intervenir pour venir assurer une forme de disponibilité de l'offre. Ça, c'est un raisonnement qui est théorique, mais qui concrétise un jeu qui ne tient pas compte d'un fait, c'est que la tension des loyers va monter, la pression sur le développement économique va se faire grandissante. Et là, on est dans un scénario où on raisonne uniquement les mètres carrés à construire, je dirais, donc, avec un objectif un peu architectural. Les nouvelles situations de projet qui se présentent, elles sont en fait plus de foncier, plein de foncier finalement. Il n'y a plus de foncier disponible, la panne du robinet, mais en fait, il y a les zones industrielles qui peuvent être intensifiées. C'est l'exemple du Chambéry-Grand-Lac d'économie, donc ce sont ces typologies de foncier qui doivent être intensifiées et qui peuvent l'être par des typologies, une stratégie d'intensification qui vise à surélever l'existant, réintervenir en retranchement des cours véhicules, modifier, optimiser l'usage des espaces, venir par ailleurs renaturer, puisqu'on a vu l'aridité des tissus urbains. Je vous renvoie au livre blanc qui est disponible en ligne, que l'on a donc participé de construire pour le territoire Chambéry-Grand-Lac. Il y a également évidemment les zones d'activité mixtes. Donc là, on raisonne sur les typologies d'espaces à investir. La question de ces fonciers de taille moyenne, mais qui sont beaucoup utilisés pour assurer un stock qui est optimisable à l'extérieur des bâtiments qui sont installés en retrait de la voirie. Je n'ai pas trop décrit le tissu des zones industrielles, mais il est plutôt lâche, construit sur des bâtiments insulaires. On retrouve ces typologies-là avec beaucoup de bâtiments qui stockent soit des véhicules, soit des marchandises aux abords des bâtis en retrait des limites parcellaires, avec finalement très peu de perméabilité des sols et une relation espace public qui est très ténue, voire un peu neutre, en fait, un peu absente. Et ces voiries qui elles-mêmes doivent retrouver une qualité, puisqu'on les devine dans leur structuration comme étant très finalement des voiries très qualitatives à revaloriser pour être capable de jouer un rôle écosystémique, mais aussi d'assurer un vrai niveau de qualité, d'accessibilité piétonne et autres. Donc intervenir sur ces zones d'activité économique, c'est par exemple venir augmenter la surface, réaliser un frontage des bâtiments, en venant réinvestir les stationnements qui servaient d'accueil la plupart du temps. On a toujours mis un peu en retrait, en effet, de strip les bâtiments de manière à créer des façades dont le premier signal est voilà, j'ai une enseigne et j'ai un parking, donné, c'est l'usage facile. Il s'agit d'intensifier, donc comment on peut réintervenir sur ces bâtis en venant redensifier les stocks, redéployer des stationnements en étage, reconfigurer les bâtis qui sont finalement qui ont été construits sur un dogme un peu facile, hein, c'est des bâtis légers, effaçables, et donc nous on se concentre quand même sur un enjeu fort, c'est de capitaliser sur le carbone stocké dans ces bâtiments et venir plutôt travailler leur remaniement plutôt que leur transformation, leur densification, plutôt qu'une bête logique de remplacement. Il y a aussi à Chambéry-Grand-Lac des parcs d'activité technologique avec des fonciers encore un peu utilisés, mais surtout des fonciers consacrés au parking. Sur le campus des Garces, on est un peu dans le même genre d'état d'esprit ou de tissu, où on a des grandes nappes de stationnement artificialisées présentes partout qui peuvent être réinvesties pour venir recréer des mètres carrés, recréer des opérations d'extension,
avec la recréation d'espaces de ville actifs, et d'espaces finalement amènes pour le piéton. Il y a les zones urbaines également, où on est sur des fonciers plus parcellisés, encore non artificialisés, ou des friches qui sont voilà, disponibles et qui peuvent donner lieu à la création d'opérations ad hoc, un peu comme on pourrait imaginer voilà, des hôtels industriels qui viendraient recréer en proximité une juxtaposition par des immeubles assez verticaux avec juxtant des immeubles d'habitation ou commerciaux plus mixtes. Également, bien sûr, puisqu'il s'agit de créer la photo du territoire, il y a également les zones commerciales qui sont un espace à investir par voilà, la disponibilité, tout le monde en conviendra, de ces grandes naves de stationnement qui peuvent être optimisées, récompensées par des bâtiments en silo et du coup venir être des espaces à investir dans un enjeu de mixité urbaine et en créant par ailleurs une mixité qui introduit la notion de cohabitation avec des fonctions résidentielles. Et donc c'est plutôt l'ambition de travailler depuis une zone monofonctionnelle commerciale vers, c'est l'enjeu qui est en train d'être porté sur les zones commerciales, d'être vraiment requalifié en nouveau quartier urbain, puisqu'on entend à les distribuer en transport en commun, et ils sont une réserve foncière considérable à l'échelle des territoires. Donc 3 leviers qu'on a identifiés sur le territoire de l'économie, mais qui sont, voilà, qui est un territoire témoin, je dirais. J'aurais pas le temps de vous présenter un autre territoire témoin, mais donc je ne mobiliserai pas ce deuxième, mais on travaille également sur un territoire Cantor-les-Seine-Bert, où finalement on conforte un peu cette lecture qui est assez claire. Les nappes de stationnement sont des fonciers disponibles, évidemment. L'intervention sur le bâti existant donc il faut que les pouvoirs publics considèrent qu'à chaque opportunité de mutation, dès qu'une entreprise se déclare en mouvement ou intéressée, il faudra venir intervenir sur ces fonciers comme des opportunités, et il faut véritablement, le point numéro 3, considérer que les acteurs, les entreprises eux-mêmes, les chefs d'entreprise sont les foncières, sont les acteurs, les nouveaux promoteurs, puisque le modèle des acteurs est rebattu complètement. Les promoteurs pourront toujours intervenir sur des fonciers en optimisation, mais c'est véritablement une logique bottom-up, celle que je vais décrire plus précisément, qui est à l'œuvre et qu'il faut encourager. Donc là, je vous ai mis un espèce de scénario où je change un peu, je dis voilà, cette notion d'intensification, quand on a une zone d'activité sur laquelle on a 5 ans plus tard, on est intervenu, on a réussi on pourrait densifier comme ça, et puis on pourrait densifier à 15 ans comme ça, et puis à terme on pourrait viser l'objectif d'avoir une zone qui aurait muté, métamorphosé avec des typologies plus denses et autres. C'est une vision qui certes est désirable, plutôt théoriquement une solution, mais comment peut-on la faire advenir? C'est une étude qu'on avait menée voilà, sur le territoire de la Seine-Aval, où on a identifié voilà, l'enjeu de créer un mécanisme opérationnel pour permettre de venir accompagner cette intensification progressive des zones d'activité économique. Et donc on travaille sur cette typologie opérationnelle, cette méthodologie opérationnelle. On explore. Donc je vais vous présenter 2 cas de figure. L'un qui est intéressant, sur lequel on travaille aux Alouettes Est, qui est donc pas très loin à Val-de-Fontenay, et c'est un quartier qui en fait est un espèce donc on travaille sur la requalification de cet espace avec les urbanistes ACLA et l'effet urbain, Atelier Roberta, et nous on intervient en groupement comme urbaniste, mais aussi comme animateur d'une concertation entreprise. Les Alouettes Est, c'est ce quartier un peu enclavé qui est tout dans la dynamique du pôle Val-de-Fontenay Alouette et de l'arrivée de la nouvelle gare du Grand Paris Express, avec donc un espèce de territoire qui est en fait un peu enclavé par rapport au territoire communal et qui donc a été construit dans un espèce de sédimentation un peu ambiguë de 2 fonctions principales, résidentielle et développement économique, complètement mixées. Donc c'est une forme de ville absolument stupéfiante, même très poétique, où des
des artisanats et des pavillons, se mélange très clairement. On voit bien dans l'image en bas à gauche comment, premier plan un pavillon, deuxième plan une entreprise, c'est un espèce de tissu sédimenté assez étonnant et qui a pris des entreprises dont la commande politique consistait à les maintenir, à les inclure. Et donc il y a une espèce de moratoire qui a été posé sur cette emprise, ce quartier, pour qu'on puisse venir créer avec la SPL un modèle d'action à travers un accord cadre qui durait 6 ans, avec l'idée de peut-être faire une ZAC, peut-être pas faire une ZAC, mais que trouver le moyen d'intervenir par le biais du PLU, par le biais de l'action de l'EPFIF, par les rachats fonciers, pour venir maintenir ces entreprises tout en accomplissant la densification résidentielle du quartier. Donc là, j'introduis une notion de reconnaissance de ce qui existe, qui est en fait rarement faite, puisqu'en fait, un des paradigmes importants de notre action et de ces enjeux, pour le résumer très clairement, c'est que le développement économique a depuis toujours échappé aux logiques d'aménagement, parce qu'il y a des temporalités très différentes. Les besoins des entreprises s'établissent à 6 mois, 1 an, alors que le temps d'aménagement d'un quartier, c'est 5 ans, 6 ans, enfin, ou un peu moins, quand il s'agit d'accélérer très très vite. Donc, c'est des temporalités qui sont a priori pas conciliables et qui sont rarement conciliées. Il était donc important de créer ce mécanisme opérationnel qui visait à reconnaître l'existant, les entreprises, à considérer les typologies de bâtis et les typologies d'entreprises présentes pour venir travailler sur des stratégies d'intervention sur le bâti existant. Par ailleurs, ici, de manière très contrainte, donc une espèce de cas exacerbé de comment on fait de l'urbain, et peut-être plus prégnant, plus accessible que dans une zone d'activité un peu isolée où là l'urbain n'est pas qualifié. On a ici l'objectif de faire un quartier mixte. Donc c'est comme une zone d'activité un peu spécifique, un peu idéale, puisqu'on a un enjeu très fort et plus de contraintes de l'existant, c'est les contraintes qui vont fabriquer le projet. En l'occurrence, c'est très vrai. Donc là, il s'agissait de véritablement construire une espèce de grille d'analyse sur comment est-ce que les différents cas présents pouvaient être redéployés. Donc vous avez une espèce de matrice d'intervention sur le cas des hôtels d'entreprise existants, le cas des dents creuses que vous pouvez, sur des grands fonciers, sur lesquels on va intervenir. Les combinés, ce sont des combinatoires entre des bureaux et des locaux d'activité ou de stockage. Les multibâtiments, c'est des parcelles qui sont utilisées par plusieurs bâtiments. Et puis des petits fonciers avec les petits volumes accolés qui pourraient exister et les halles compactes. Ensuite, on va trisser les différents niveaux d'intervention, amélioration de l'existant, redéploiement interne, restructuration, tabula nova. Et donc on venait comme ça construire une analyse des potentialités basée sur la typologie immobilière, architecturale, et une concertation avec les entreprises, où on a animé des petits déjeuners d'entreprise, des concertations, on a présenté le projet, on a été reconnaître les besoins des entreprises par candidates. Et là, c'est un tableau un peu barbare, mais qui dit, en gros, comment la relation d'une entreprise par rapport à un projet urbain, elle peut soit être basée sur une partie négociée, donc accompagnée, soit l'entreprise peut elle-même recevoir, a des besoins et peut prendre part au projet. Et c'est de manière différentes trajectoires de discussion entre l'entreprise qui peuvent toujours éviter d'aboutir au statu quo qui, finalement, dans la partie basse, aboutirait à l'éviction de l'entreprise si elle se déclarait un obstacle à l'aménagement. En France, on a les DUP, déclaration d'utilité publique, on crée les ZAC, on expulse, sauf que depuis 2016, on a un marché public intéressant, on est attributaire de la MODU, c'est une marché de maîtrise d'œuvre de développement économique financé par le territoire Grand Henri-Sept-Bièvres, je fais une petite aparté, qui est un territoire de la métropole du Grand Paris, qui est le plus grand territoire qui est au sud, autour de l'aéroport d'Orly, le plus grand territoire de la métropole, et qui a externalisé à travers un prestataire, nous, un compagnie d'Alphaville, d'autres partenaires comptables, juristes et autres, et pour venir en fait justement accompagner les besoins des entreprises qui sont sous DUP. C'est-à-dire qu'elles sont dans un cas d'aménagement, elles sont expulsées, les emplois vont être détruits ou délocalisés, et la collectivité, garante du développement économique des emplois locaux, vient proposer des relogements, identifier les besoins de l'entreprise et sa capacité de se déplacer ailleurs. Donc c'est
il faut savoir que dans le cas où on vient intervenir dans une logique coercitive, il faut indemniser l'entreprise sur la base non pas de son loyer, mais son chiffre d'affaires. Donc en gros, pour les aménageurs, ça devient faire intervenir sur les fonciers économiques davantage que sur les autres fonciers, coûte le prix d'avancer une activité sur la base de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ça peut devenir extrêmement coûteux. D'où l'intervention, d'où l'intérêt de venir négocier et préférer toute autre forme d'aménagement que celui coercitif de la ZAC. Et donc on est venu créer une concertation et identifier à travers un sondage les opportunités de venir travailler avec les entreprises. Certaines se déclarant comme étant voilà, en développement, certaines locataires seraient désireuses d'acquérir des murs, certaines des entrepreneurs en fin de carrière veulent patrimonialiser, donc veulent investir. Ces acteurs qui sont l'existant, on ne va pas leur coller un promoteur dans les pattes en leur disant vous partez et puis on prend votre terrain. Il faut faire avec, et le faire avec, c'est tout un process très complexe, et faire avec également l'action de l'État potentiellement, donc là c'est par exemple des entreprises, et puis l'idée c'est que l'établissement public foncier d'Île-de-France, les PIF, puisse acheter des terrains par préemption, et créer l'opportunité de créer une opération pilote dans laquelle on pourrait déplacer les entreprises déclarées comme étant disponibles pour une mobilité. Et comme ça, libérer des fonciers et venir, par effet de tiroir, roulement, venir rénover le quartier. Donc c'est une stratégie qui est exploratoire, puisque l'étude elle est en cours d'une part, et puis ça pose la question de la capacité du rythme à réaliser, à accompagner le véritable rythme de créer des besoins, mais de répondre aux besoins de foncier disponible, mais de mètres carrés disponibles plutôt que de foncier disponible. Mais c'est donc on n'a pas le fin de l'histoire sur la pertinence, la suffisance de cette action ou ça nécessite d'être complété par d'autres leviers. Évidemment, il faut d'autres leviers, mais c'est hors de la. Enfin, c'est complémentaire, dirons. Là, c'était une illustration un peu classique, technique, mais de ce recueil de besoins des entreprises où on schématise leurs besoins fonctionnels, et donc la notion d'articulation très grande entre les besoins et l'urbanisme, enfin, la notion de programmation. Et donc nous sommes mobilisés civils sur la question du recueil de besoins et de la programmation fonctionnelle pour intervenir à ce niveau d'intervention, sans quoi il n'y a pas d'intervention possible. Mais on pourrait revenir à la fin, c'est vraiment une partie très très importante, la question du repositionnement des acteurs. Et en l'occurrence, les architectes n'auront pas la possibilité d'intervenir, là c'est une faisabilité, mais sans le recueil du besoin et une capacité d'être très très réactif avec l'entreprise qui se déclare intéressée par une mobilité. L'entreprise, elle n'est pas là pour rigoler, elle n'est pas là pour discuter pendant 3 ans, 5 ans, sans se fatiguer. L'entreprise, elle a besoin qu'on la comprenne, qu'on comprenne son besoin et qu'on lui propose une véritable solution. Donc il y a une notion de projection qui est un peu comme dans les plans guides tel qu'il a été créé par Alexandre Chemetov à l'île de Nantes, par exemple, une notion d'actualisation du plan avec un intangible, c'est une meilleure utilisation du foncier, puisque c'est un existant, et donc une verticalisation. Et donc par exemple là, comment est-ce qu'on peut, à travers la reconnaissance des besoins d'entreprise, il y a quelqu'un de formé pour utiliser un Fenwick, donc on pourrait imaginer verticaliser le stock. Par contre, l'entreprise doit avoir une qualification professionnelle, sinon elle peut investir dans un bon de charge, ça coûte plus cher, moins cher, ça dépend de ses opportunités. Mais comment est-ce que dans les immobiliers, y compris très contraints, on peut verticaliser, intensifier et aboutir à une vision rénovée, bien sûr, ce qui n'est pas très présenté, c'est plutôt le travail porté par l'agence ACLA de venir proposer le plan guide, le plan masse général, mais bien entendu, et sous-tendu par cette vision, une vision, ça c'est nos illustrations par ailleurs, mais c'est d'un quartier accompli qui se construit en creux de ces missions de faisabilité, de reconnaissance et tout ça. Donc en gros, c'est véritablement un plan guide sur lequel on intervient, avec des grandes directives, des grandes trajectoires, mais qui sont véritablement sans cesse
réactualisés, remodifiés par l'action des... Donc je vais me dépêcher parce qu'on est un peu au bout. Je vous montre ce deuxième cas d'étude à Buc, près de Versailles, où pareil, une zone d'activité économique très classique qui se révèle être la seule de la commune, sur laquelle donc il faut projeter les emplois pour le futur. Donc on est dans cet existant, il y a des champs qu'il est interdit d'artificialiser dorénavant, ou avec des compensations écologiques qui sont prohibées en termes financiers. Donc la collectivité n'a pas le choix que de trouver le moyen d'intervenir. Alors elle est propriétaire de certains fonciers, elle a pris soin de préempter et d'acheter, mais peu de marge de manœuvre et surtout un existant à requalifier. C'est véritablement, on est au devant de tout ce qui est donc, les enjeux du XXIe siècle en termes d'aménagement économique. Et l'objectif, par exemple, là, en termes d'étapes pour accomplir un plan guide, c'est déjà développer la vision globale, et envisager soit une action par ZAC, donc transigée, ou alors par OAP, c'est-à-dire par une vision plus réglementaire diffuse sans intervention par éviction, sans cadre coercitif. Donc les étapes qui vont se succéder, ça va être l'identification des fonciers potentiels disponibles pour, avec leur dureté et leur capacité d'être intensifiés, intervenir sur la manière dont on peut matricer des modifications pièce par pièce, parcelle par parcelle de la forme urbaine et confronter les différents scénarios programmatiques qui seront que des scénarios, puisqu'en fait on va se baser sur la statistique, devoir aboutir une proportion de telle typologie d'intervention, la disponibilité, et donc les objectifs sont très difficiles à garantir, puisqu'en fait on n'est pas dans une vision maîtrisée, pas nécessairement, et c'est tout le choix qui doit être opéré. Alors voilà, on fait par les systèmes SIG, on vient construire une analyse très claire de l'usage des fonciers existants pour venir jauger leur dureté par ailleurs en analyse de qui en est propriétaire, quel est le niveau d'avancement de la trajectoire de l'entreprise en fait, qui est propriétaire ou du propriétaire. Bien sûr, il y a une analyse, là c'est des extraits tout ça, de la qualité des espaces extérieurs, des espaces publics et de leur structuration pour venir proposer une vision cohérente de l'action qui vise à faire de ces zones des quartiers véritablement. Mais le but n'était pas, puisqu'en fait on imagine tous les bonnes intentions pour nous projeter sur ces quartiers, donc même s'il y a un véritable enjeu à en définir le niveau d'ambition, le niveau de qualité, je ne néglige pas du tout cette ambition-là, mais ce n'est pas le sens de ma présentation, qui se concentre plutôt sur l'aspect opérationnel, mais on vient reconnaître les voiries, leur nature, une manière d'intervenir, hiérarchiser pour recréer de l'accessibilité, se tourner vers les mobilités du futur, c'est équiper de services complémentaires la zone en identifiant si ce sont des systèmes de crèche qui sont disponibles, nécessaires, attendus, de la restauration, du commerce de proximité, des services comme médecins, vétérinaires ou autres. Et mais cette identification-là des besoins, elle est parallèle à cette notion d'analyse typomorphologique. Donc on est sur une espèce de méthodologie qui n'est pas encore tout à fait claire dans notre esprit, je vous le dis tout de suite, mais qui vise à justement interroger la capacité de reconnaissance des typologies pour voir, analyser leur coefficient d'emprise au sol, finalement qui est une notion sortie depuis la loi Allure des plans d'urbanisme, mais qui pour autant reste pour nous un critère d'analyse important. Quel est l'emploi du foncier, quelle est la valorisation en mètre carré du foncier, et sur la zone d'activité qui reste un espace relativement stéréotypé, et c'est une particularité française, on a des typologies récurrentes qu'on peut analyser comme des typomorphos sur lesquels, à la manière des immeubles de rapport, des villas, des tours et des bars qui ont composé l'urbanisme moderne, dans tout ce qui est le registre de ce qui est l'habitation, j'en ai cité quelques-uns bien sûr, mais ces typomorphos qui vont devoir être, qui se trouvent être le terreau sur lequel il va falloir construire une forme de ville, qui
doit se structurer, qui doit trouver un sens, puisqu'on quitte la notion d'urbanisme d'opportunité pour aller vers une intensification qui doit trouver un objectif conscient, un objectif choisi. C'est bon, c'est passé. Donc on reconnaît ces typologies, voilà, donc on reconnaît le combiné, c'est toujours ces immeubles de bureaux et le code d'activité adjacent, les typologies de hangars, les typologies tertiaires, mixtes, qui finalement répondent toujours aux mêmes règles d'implantation. Il y a, enfin, par logique commerciale, par logique réglementaire, les stockeurs, par logique fonctionnelle également, qui stockent des marchandises, de scie, des voitures, de là, des matériaux. Les cités artisanales qui ont répondu à une certaine typologie de besoins sur le marché de l'immobilier, qui dirigent l'architecture, comme vous le savez bien. Les entrepôts logistiques, les grands fonciers nus, qui sont pour le coup voilà, pas construits, et les grands sites industriels qui ont comme caractéristique d'être des grands fonciers et qui, c'est une particularité de nos activités, qui sont très très morcelés, peuvent affronter des besoins plus grands et donc sont porteurs d'enjeux plus différents, plus nombreux. Et le but après du plan guide, il faut reconnu cette manière d'agir où on a matricé les existences et de venir projeter de la connaissance sur les usagers et accompagner les entreprises pour identifier les opportunités de projet. Là, donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, retrouver une capacité de créer de la fiche de l'eau et de l'optimisation dans l'usage des fonciers pour sortir d'une logique rez-de-chaussée et partir vers une logique de verticalisation. Pour une mise en perspective, puisque là, c'est des travaux qui progressent en gros même avec l'emprunt d'aménagement pour venir structurer cette manière d'agir pour les collectivités. Donc, le plan guide de Buc était vraiment expérimental. Et je voulais maintenant aboutir à ce qui finalement était un peu le titre de l'intervention, un nouvel imaginaire. C'est-à-dire que là, on est rentré dans la technique, quoi. On se demande comment on va pouvoir répondre, parce que finalement, c'est très très dirigé. On va réussir à faire un urbanisme pointilliste, très acupuncture. Enfin, on a dit que c'était pas très pertinent d'intervenir sur l'espace public, donc bon. On a dit qu'il fallait attendre que les besoins soient. Enfin, il faut être programmiste pour être architecte. Et en termes d'urbain, quand on projette une vision long terme, on se heurte à c'est pas possible. C'est assez complexe, mais pour autant, il faut imaginer l'avenir en s'intéressant à comprendre voilà, les qualités à implémenter dans cet urbanisme-là et finalement convaincre, puisque la zone d'activité va pouvoir lutter que si on en profile un objectif, un guide. Le plan guide véritablement est un levier, enfin une notion pertinente et importante à notre avis, puisqu'il propose une vision du futur, sans quoi on n'arrive pas ni à intéresser les opportunités, ni même à fédérer. Et donc je vais faire là, je vais balayer rapidement des constats où on va remettre en question la zone d'activité à la française pour venir regarder comment elle était pensée dans les Pays-Bas, dans des contextes, par exemple, sur les polders où le foncier était plus précieux, puis dans les territoires alpins italiens et suisses, on va voir. Donc ça, c'est grosso modo une zone d'activité aux Pays-Bas sur les polders. Plusieurs caractéristiques. Les retraits aux parcelles n'existent pas, c'est des bâtis pas collés. L'espace public est pensé de manière beaucoup plus continue que dans le fonctionnalisme où on a identifié des voiries avec des fils d'eau, des trottoirs qui sont très séparés. Là, on a des typologies beaucoup plus compactes avec des stationnements sur le toit, par rampe, où on se faufile avec la rampe pour monter sur le toit. C'est l'image qu'on a vue juste précédemment. On a installé des alcôves en raie de rue accessibles depuis un espèce d'espace de stationnement no parking qui est flexible. On a les mobilités qui sont toutes intégrées, puis avec sur l'espace public un système de contrôle de réservation qui est quand même relativement simple.
On a des cours qui sont construites avec des porches dont on utilise la capacité de stockage au maximum. On a des fonctions bureaux qui sont pas stigmatisées en bureau, vous voyez que les architectures sont plutôt correctes. On a voilà, cette espèce de sol continu qui est un sol modulaire parce qu'on est sur du polder, on ne peut rien, on recycle. Et on a une typologie d'espace public qui est beaucoup plus liquide, beaucoup plus continue, avec des architectures qui sont plus respectueuses parfois, pas tout le temps, mais voilà. Et puis plus ambitieuses aussi. Amsterdam, là, Cap Nord, un exemple de bâtiment où voilà, le foncier aux Pays-Bas est finalement plus précieux, on a inventé des choses. Un autre échantillon, Gênes, un territoire alpin, acculé contre la mer Méditerranée, donc la topographie qui vient en fait pousser la ville contre la mer, et on a utilisé en fait les vallées des deux fleuves, alors la Doria et je ne sais plus comment la rivière, mais ça s'appelle, et puis on a consacré tout le développement économique dans ces fonds de vallée en utilisant, vous remarquez là, en fait il y a une topographie qui n'est pas tout à fait bien figurée, mais qui est très marquée sur les coteaux au nord, et donc il y a tous les coteaux au sud qui ont été utilisés pour l'agriculture, et puis l'habitation, ce sont à la faveur des conditions climatiques, et les parties plus escarpées et à l'ombre ont été utilisées dans les années 50 par des typologies plus industrielles, puisque Gênes est une ville très industrielle. Et donc on a découvert là-bas que les fonciers, les typologies immobilières consacrées à l'activité industrielle et productive en général, sont toutes verticalisées par des rampes. Donc on voit ici quelques échantillons de bâtiments qui finalement déploient en multiniveaux, 3, 4, 5, 6 niveaux, avec des rampes considérables partout, très imbriquées, très organisées. Voilà, voire un peu kafkaïenne, là, enfin plutôt, c'est des espaces très spectaculaires finalement qui se projettent. Là c'est une zone commerciale, le Roi Merlin, rez-de-chaussée, des activités au premier étage qui est un sol artificiel, mais on peut le questionner, mais c'est des formes très construites de foncier économique dense. Est-ce que c'est l'avenir? En tout cas, l'adage c'est quand on veut, on peut, quoi. Quand on a besoin, on trouve les solutions, et en Italie, voilà, c'est une espèce de parcours de rampe qui monte en tournant autour des bâtiments, et qui voilà, accueille des poids lourds dans des formes assez incroyables. Donc là on voit l'échelle du camion, et puis ces rampes qui finalement utilisent la topographie également pour raccourcir les courses de rampe, mais finalement on a un usage décomplexé des rampes. Alors il y a un pont qui s'est effondré à Gênes, donc c'est en effet un héritage qui est à questionner dans sa durabilité. Ces architectures, mais il y a un enseignement, Learning from Genova, c'est aussi s'interroger sur la possibilité de mobiliser une économie qui permet de venir verticaliser, densifier, intensifier les modèles immobiliers. Alors, puisqu'on parle d'économie, on a en Suisse, et avec ces notions très intéressantes de foncier maîtrisé par la puissance publique, mais aussi d'hôtels industriels plus verticaux. Donc là, c'est des typologies d'hôtels industriels qui ne sont pas uniquement, mais aussi utilisés par l'horlogerie, donc qui ont pu historiquement plus facilement verticaliser leur process, mais être aussi assez ambitieux, puisque au même titre que Chambéry, qu'on voyait tout à l'heure, les territoires suisses sont très très contraints en termes de disponibilité du foncier, et on en arrive jusqu'à envisager l'espace tourbillon ici, là, des grands sous-sols logistiques pour permettre à des typologies d'immobilier qui sont des hôtels industriels très verticalisés d'exister. C'est des bâtiments qui sont en train d'être construits, ou déjà construits. Donc c'est des existants, et on a vraiment investi, en gros, les zones d'activité ont moins été maîtrisées par l'État, mis à disposition comme une ressource facile par la collectivité. Donc c'est des développements privés sur lesquels on a investi des logiques patrimoniales avec plus d'ambition, de retour sur investissement et autres. Et donc c'est dans cette perspective-là maintenant que s'inscrit la zone d'activité. C'est une espèce de ressource foncière qui va prendre de la valeur, alors que depuis toujours, et jusqu'à très très récemment, voire encore aujourd'hui,
on ouvre des nouvelles zones d'activité, en veux-tu, en voilà, et donc on efface toute la valeur du foncier lui-même, ce qui va finir par changer. Donc il y a une question qui est un peu fondamentale, mais sur laquelle moi, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise de porter une réponse claire, mais c'est la question des typologies, des typo-infos et les manières de, je l'ai dit tout à l'heure, de réintégrer une méthode qui soit issue d'une conception, d'une reconnaissance de ce qu'est le bâtiment en tant qu'une typologie pour projeter une solution, mais donc comme une espèce de réservoir de solutions. Donc là, c'est des espèces de projections sur la manière, une fois enquêté, ouvert le regard sur un benchmark plus européen, une nouvelle manière de décloisonner, de ne pas juste s'intéresser à comprendre comment une typologie peut être rénovée, mais comment est-ce qu'on peut requalifier une relation à l'espace public en conservant l'existant pour le réhabiliter, pour le redensifier, le redéployer en résolvant le maximum de problématiques ou en venant intervenir par retranchement du foncier pour des créations nouvelles. Donc sur des hangars basiques qui composent beaucoup les zones d'activité, sur les notions de stocker qu'on retrouve dans toutes les zones d'activité de France, qui est une particularité d'être aussi stéréotypée. Même si les zones d'activité sont différentes de Lille à Marseille, elles sont quand même très stéréotypées dans leur fonction et dans leur typologie architecturale, ce qui représente un moyen d'action, mais en aucun cas une fin, c'est-à-dire qu'on peut toujours se faire plaisir à expliquer comment on va travailler sur, à la manière de la Garenne que je montrais tout à l'heure, sur des extensions. La question, c'est une logique véritablement de combiner une vision top-down de comment on peut reconnaître le caractère générique et intervenir sur ces immeubles d'une certaine manière en génotypant les recettes, parvenir par des moyens que je décris là un peu, requalifier les espaces publics là, dans le cadre d'une réhabilitation par création sur les parkings qui servaient d'accueil en disant bienvenue, vous êtes chez l'enseigne et vous avez le stationnement offert. Comment on peut réinvestir ces frontages pour recréer une relation à l'espace public, mais ça suppose aussi de re-questionner le sol, et ça dans une logique économique parcimonieuse, puisqu'on ne peut pas intervenir sur tous les espaces publics des zones d'activité. Voilà, les cités artisanales, comment est-ce qu'on peut venir les surélever ponctuellement par l'exploitation de situations de phasage en site occupé, disponible, ou de tabula nova, qu'on a pu le montrer. Les sièges emblèmes, qui sont vraiment des caractéristiques très très classiques. Comment est-ce qu'on peut réinstaller du parking en étage pour venir créer des extensions, requalifier l'existant, et dans une logique très très complexe et sur mesure. Voilà, il faut que je m'arrête bientôt, c'est la fin. Le ressort du public, avec cette question de l'intervention. Oui, juste pour ouvrir l'horizon des travaux sur lesquels on intervient en tant que maître d'œuvre, on est architecte, urbaniste, on développe au bassin à flot ce projet à Bordeaux pour venir réinstaller un campus dédié aux activités économiques, et on vient installer un hôtel logistique avec un hôtel d'activité et des locaux d'artisanat sur une voirie nouvelle dans un contexte qui est le bassin à flot de Nicolas Michelin, qui est donc un centre-ville dans le périmètre du centre-ville. Et on vient réinstaller une typologie de tissu d'implantation urbaine qui vient reconstruire un rez de rue, une relation des grands bâtiments fractionnés avec l'espace public qui permet de véritablement construire des habilités piétonnes, une continuité urbaine avec un séquençage, et on a la logistique lourde qui est mise en rez-de-trottoir via un système où le parking silo qui est utilisé pour distribuer les étages de cet hôtel logistique et accueillir tous les visiteurs et les usagers des véhicules légers sert de façade à la logistique qui elle-même est retranchée avec un centre de formation en premier plan. Et un COS 1, là où le développement économique conventionnel, c'est COS 04 sur les zones d'activité. Ça, c'est un autre bâtiment qu'on développe à Bretigny-sur-Orge, sur la base aérienne 217, qui est un campus dédié à l'air drone et New Space, où là, ce sont des hôtels industriels qui, autour d'une cour,
viennent voilà, sur une parcelle n'utiliser que 50% de l'espace oui, et j'avais en tête moins, mais d'ailleurs. Et un COS 1 également, grâce au multiniveau et au rebond de charge qui distribue les étages. Même chose à Saint-Médard-en-Jalles, à Bordeaux, où on vient proposer cette vision d'un COS 1 sur des fonciers, là où il y avait un COS 0,4, avec un immobilier à étage via des monts de charge. Ce sont des projets assez exploratoires, mais assez avant-gardistes, puisqu'on est pionniers, je pense, dans cette manière d'investiguer, d'interroger les immobiliers à étage. Et la manufacture du coteau, c'est à Vitry, pardon, juste à côté de la 86, qui est juste dans l'image à gauche, et c'est pareil. Un immobilier à rampe à la manière génoise, là où les entreprises sont montées en étage sur R+5 en véhicule avec un COS 2,3 de la parcelle. Donc c'est vraiment un gap considérable par rapport aux densités, et plus parcimonieusement à Ivry, dans la ZAC Confluence, pardon, je me mélange Ivry et Vitry tout le temps, où cette halle 1920, une halle en 3 travées, 3000 m² avec un immeuble 1950, on vient reconfigurer la halle en recréant, parce qu'il y avait un parking et rien en fait. Hein. Et la ZAC, Ivry Confluence, pose l'ambition de voir une nouvelle qui vient réadresser le bâtiment, qui était fermé sur sa façade latérale par des pans de fer en briques, voilà, et que nous on réouvre en retravaillant dans la logique d'un hôtel industriel et avec sa surélévation, donc un chantier en cours qui permet d'augmenter la densité à 0,65, mais dans un contexte de PPRI, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'utiliser plus de 50% de l'espace de la parcelle, donc une contrainte très forte. Voilà, je voulais donc, j'ai fini. Voilà, merci. Et je pense que j'ai été clair sur nos explorations et les enjeux qui se présentent sur la zone d'activité, avec un regard assez opérationnel et un peu créatif. Donc, en effet, c'est un champ d'investigation qui est considérable si on considère l'emprise des zones d'activité en France, les besoins de création d'emplois en lien avec la démographie et cette difficulté, ce que vous avez compris en creux, la complexité folle qui sous-tend cette démarche-là. Ça veut dire que c'est une ingénierie de l'accompagnement des projets qui est consistante, considérable, peut-être même pour mobiliser une équipe de maîtrise d'œuvre sur un sujet aussi radicalement nouveau, parce qu'on n'avait aucune attention à la qualité de ces autres activités, et tout à coup il faudrait mobiliser ce niveau d'attention pour venir accomplir voilà, l'accompagnement de cet urbanisme développement économique. Quoi, et donc c'est un gap absolument considérable, voilà, et nous on investigue cette piste-là. Peut-être qu'on verra que le destin de ces autres activités sera nettement moins vertueux. On verra. Voilà. Merci beaucoup Achille pour cette présentation. Elle était vraiment extrêmement intéressante. Et l'effet des côtés opérationnels, je pense que nous va intéresser énormément, intéresser tout le monde. Et en plus aussi cette ouverture que tu fais vers la France, c'est extrêmement intéressant avec les différents exemples. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a quelques questions? Allez, une question. Si tu veux. J'ai une question quant à l'aménagement des espaces publics, puisque si j'ai bien compris, on a dit que c'était pas forcément c'était pas un levier d'action majeur, du moins en termes de qualité des zones, mais est-ce que quand même c'est pertinent quand on parle de mobilité, notamment de mobilité douce, puisqu'on est sur des distances en général qui sont assez pertinentes, il me semble, pour les vélos et qui permettraient une meilleure utilisation quand même des mobilités au contraire de la voiture. Et donc une meilleure utilisation des surfaces aussi, puisqu'on limite les emprises de parking et ce genre de choses. La réponse est oui, très clairement, il faut intervenir sur l'espace public, notamment pour ces questions-là, de l'accessibilité en fin de tout, mais aussi parce que les entreprises
si on a dit à un moment donné que la zone d'activité est en crise, il y a un article des Échos en 2015 qui était comme ça, on peut dire la zone d'activité en crise, puisque les entreprises productives, elles tendent à se spécialiser dans les métiers d'ingénierie, la mécatronique, le développement du numérique, montent en gamme, entre guillemets, la qualification des emplois dans ces secteurs d'activité. Et on a pu dire que finalement, la zone d'activité, elle ne répondait absolument plus au standing attendu et au schéma de relations au travail de ces nouveaux travailleurs. Et donc, il est bien question de recréer, de reconstituer une relation entre les travailleurs et le cadre de vie de ces travailleurs qui soit nettement plus qualitative. Donc il y a la question de la mobilité, mais il y a aussi la question des services disponibles sur ces espaces qui peuvent être investigués quand même comme des campus futurs pour les entreprises, et aussi la question du paysage, parce qu'en fait il y a beaucoup dans les déclarations faites par les besoins des salariés, le besoin d'être mis en relation avec un cadre d'aménité de nature et autres. Donc en gros, bien entendu, là, la question de l'espace public, elle reste prégnante, mais si elle consiste simplement à venir requalifier une qualité avec un fort investissement de la collectivité sans que le reste ne suive, on aura une stratégie très partielle, voire incomplète. Super, merci beaucoup. Donc vraiment merci Achille pour cette intervention, elle était vraiment passionnante. Et bon, donc merci à tout le monde pour avoir suivi les cours et bonne continuation. Merci beaucoup.